Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Cette semaine, je vous invite à découvrir certains des hommes talentueux que le roi Louis XIV employa pour servir la grandeur de son règne et de son royaume. D'abord des hommes de guerre. Pour quelle raison ? Eh bien, tout simplement parce que sur son lit de mort, Louis XIV lui-même aurait déclaré « J'ai trop aimé la guerre ». Mais pour l'heure, je vous invite dans les jardins de Louis XIV, autre grande passion du roi. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 1686. En présence de 1500 personnes, le roi de France accueille l'ambassadeur de Siam, royaume du lointain Orient. C'est la première ambassade extraordinaire reçue à Versailles, qui n'est la capitale du royaume de France que depuis 4 ans. Le roi de France entend recevoir avec le plus grand faste ces hôtes étrangers venus du bout du monde. Il les a d'abord accueillis dans la galerie des glaces, les a invités à découvrir ses splendides appartements, après quoi il leur fait l'honneur de ses jardins, mais aussi de son orangerie et de son potager. Jour de triomphe pour ces deux jardiniers, messieurs Lenôtre et de la Quintinie. Le roi Louis XIV est un roi campagnard, un homme de plein air. Il ne peut pas rester un jour sans sortir. Il aime tellement le grand air qu'il voyage toutes portières ouvertes dans son carrosse, malgré le froid, la pluie et la poussière. Il n'a jamais assez d'air ni d'espace autour de lui. Il est l'homme des jardins aux larges esplanades, aux terrasses d'où l'on découvre de vastes horizons et où l'on respire l'air pur des parcs immenses, l'homme des grandes forêts domaniales où il chasse ou chevauche des journées entières. Mais les productions de son potager ont aussi toute son attention. Le roi Soleil est un gourmet et un gourmand. Il aime les oranges avec passion, raffole des figues et des melons. D'où vient ce goût de Louis XIV pour les salades, les herbes et les légumes frais ? Sans doute de sa grand-mère italienne, Marie de Médicis, qui en faisait servir à la table du roi son mari. Les aristocrates vieux jeu considèrent que les produits de la glèbe comprenait la terre, devraient rester l'affaire des paysans et le gibier celle des notables. Mais le mouvement est lancé et dès lors, l'arboriculture et la culture des plantes potagères deviennent à la mode. D'ailleurs, le premier livre sur l'art de cultiver les arbres fruitiers, une science que l'on appelle la sylviculture, du mot latin silva, qui signifie forêt. Eh bien, ce premier livre est justement publié au XVIIe siècle par un certain d'Andilly, considéré aussi comme l'un des pères de la pomologie, du mot latin pomus, signifiant fruit, ou pomone, divinité des fruits, et la branche de l'arboriculture fruitière qui traite de la connaissance des fruits. À l'abbaye de Port-Royal, où il passait ses vieux jours, ce monsieur d'Andilly cultivait avec succès des espèces de poires par dizaines, et il envoyait chaque année à la mère de Louis XIV, la reine Anne d'Autriche, des pêches magnifiques qui faisaient l'admiration de la cour. Mais revenons-en à Louis XIV. Il va assigner à 2 visionnaires, messieurs Jean-Baptiste de la Quintinie et André Lenôtre, la mission de joindre dans ses jardins l'utile à l'agréable. L'utile, le potager, les fruits, les primeurs, sera confié à monsieur de la Quintinie. Et l'agréable, les parterres, les fleurs, les massifs, les bassins, à monsieur Lenôtre. Joignons, nous aussi, voulez-vous, l'utile à l'agréable, descendons au jardin, et comme le roi Soleil le faisait au cours de sa promenade quotidienne, rencontrons la Quintinie en son potager et monsieur Lenôtre en ses jardins. Jean-Baptiste de la Quintinie naît en mars 1626 à Chabanais, petite ville de la Vienne, en Charente.
Fils d'un magistrat charentais, il fait ses études chez les jésuites de Poitiers, puis vient à Paris dans l'idée de devenir avocat. Apparemment, il n'est pas très passionné par le droit, puisque très vite, par relation, il trouve un emploi comme précepteur dans une riche et puissante famille parisienne, les Tambonneau. Monsieur Tambonneau est président de la Chambre des comptes, son épouse est reçue dans l'entourage de la reine, donc la Quintigny va passer ses premières années parisiennes, entre 20 et 30 ans, dans ce milieu de gens de cour. Un voyage va changer le cours de sa vie. C'est à la faveur d'un long périple en Italie avec son élève que Jean-Baptiste découvre les jardins, à commencer par les jardins des Médicis à Florence. Il est émerveillé. Quel art délicat, quelle science passionnante que le jardinage. Il se met à dévorer les ouvrages consacrés à l'agriculture et à l'arboriculture. À l'époque, il n'existe pas encore grand-chose et les ouvrages de référence sont encore ceux d'auteurs latins du début de l'ère chrétienne. Devant tant d'enthousiasme, le président Tambonneau décide de lui confier son propre potager et ses arbres fruitiers au sein de son grand jardin parisien, dont les massifs ont été dessinés par un autre jeune homme prometteur, lui aussi, un certain André Le Nôtre. La renommée acquise chez Tambonneau vaut à la Quintigny d'être sollicité pour créer différents potagers, à Sceaux, mais aussi à Chantilly, où le prince de Condé, oncle du roi qu'on appelle aussi Monsieur le Prince ou le Grand Condé, prend de lui des leçons de jardinage. Après lui, la Quintigny entrera au service d'un autre grand seigneur, le fameux Nicolas Fouquet, surintendant des finances du roi, qui lui confiera la création de son potager en son domaine de Vaux-le-Vicomte. Quel succès! Décidément, il semble que la Quintigny a bien fait de renoncer au barreau pour la brouette. Le 12 mars 1671, Louis XIV fait officiellement de la Quintigny son chargé des arbres des maisons royales et l'année suivante, son intendant des jardins à fruits. Malgré cela, durant ses premières années passées dans un Versailles en plein chantier, la Quintigny conserve, sur le papier en tout cas, la qualité d'avocat et maître des requêtes, une fonction liée à sa première vocation d'avocat. Quelques années plus tard, à partir de 1678, des travaux pharaoniques sont entrepris pour réaliser à Versailles un potager à la hauteur du domaine royal. Pour ce faire, Louis XIV exige que soit asséchée près de la pièce d'eau dite des Suisses, une zone marécageuse qu'on appelle l'étang puant et que l'on y transporte de la bonne terre des hauteurs de Satory. Le potager doit être assez proche du château pour que le roi puisse y passer tous les jours lors de sa promenade. En 1683, après 5 ans de travaux et une dépense considérable de plus d'1 million de livres, ce qui donnerait dans les 31 millions de nos euros. Le résultat est magnifique. Sur 9 hectares, 29 jardins clos cernent un grand carré en contrebas, au centre duquel s'épanouit un jet d'eau. Une trentaine de jardiniers s'y affairent et le roi va même y apprendre l'art de tailler les fruitiers. Au fond de ce jardin, on élève une petite maison pour la Quintigny et des logements pour les jardiniers. Comme je vous l'ai dit, Louis XIV raffolait des beaux fruits. Or, les progrès que va faire la Quintigny dans l'art des jardins portent justement essentiellement sur la taille des arbres fruitiers, l'étude de la sève, le choix et l'amélioration des espèces de fruits et les primeurs. La Quintigny est le précurseur de la culture des primeurs. C'est un domaine dans lequel il va réaliser des prouesses en parvenant à produire des légumes à contre-saison. Pour le potager du roi, il met au point un système de culture sous châssis vitré, des cloches de verre et des serres chaudes. Il apprend à tirer parti de toutes les expositions du jardin, à chercher la lumière, le soleil. Il va prouver ainsi qu'il est possible de se procurer des fruits et légumes à longueur d'année. En fait de primeur, la Quintigny était parvenue à procurer au roi des asperges et de l'oseille nouvelle en décembre, des radis,
des laitues paumées, des champignons en janvier, des choux-fleurs en mars, des fraises dès les premiers jours d'avril, des petits pois en avril, des figues et des melons en mai. Ah, les petits pois, c'est toute une histoire. Voilà ce que note ironiquement Madame de Sévigné dans une lettre à sa fille. Le chapitre des pois dure toujours. L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les 3 points que nos princes traitent depuis 4 jours. Le roi Soleil raffole les petits pois. Cela effare son médecin. Ne dit-on pas que l'architecte du château de Versailles, le grand Mansart, est mort d'une indigestion de petits pois ? Qu'importe, et c'est notamment aux petits pois que le jardinier du roi Monsieur de la Quintinie devra sa propre élévation. La Quintinie va également perfectionner et développer à Versailles la culture en espalier des arbres fruitiers. L'espalier, c'est ce treillage sur lequel le jeune arbre s'appuie au tout début de sa croissance. Et lorsque l'on parle de culture en espalier, on désigne ces arbres fruitiers auquel on parvient à donner une forme plate. La Quintinie va également enseigner à ses jardiniers qu'il ne faut pas conserver le chevelu, c'est-à-dire les racines d'un arbre que l'on veut transplanter. Il faut au contraire couper ces vieilles racines, car l'arbre transplanté ne se nourrit que par ses racines nouvelles. Côté fruits, c'est la poire que la Quintinie préfère. Il en cultivera à Versailles une 50aine d'espèces, mais en identifiera 300. Il améliore considérablement les pêches, qui jusqu'alors n'étaient pas bien belles ni appétissantes. Il cultive 29 espèces de pommes, 16 sortes de salades, des salsifis d'Espagne, des potirons. Il donne le plus grand soin aux fruiteries, destinées à conserver les fruits pendant l'hiver. Il crée notamment pour le roi une figuerie, où il abrite les figuiers du froid en les conservant en caisse. Il y en a 700. Il parvient même à offrir des figues au roi dès la mi-juin. Il crée aussi une melonnière. À la table du roi, il fait modifier la présentation des fruits. On avait pour habitude d'échafauder de pompeuses pyramides de fruits où les fruits s'abîmaient très vite. Il demande à ce qu'ils soient servis dans des corbeilles, de manière à ce qu'ils durent plus longtemps. Quant aux produits jugés indignes d'apparaître à la table du roi, ils sont distribués gratuitement aux indigents par un petit passage donnant sur une rue derrière le potager, un petit passage qu'on appelle le public. Louis XIV est très fier de son potager. Il fait tous les jours le tour du propriétaire, s'arrêtant devant les plantations et les constructions nouvelles, causant avec ses architectes, ses entrepreneurs, ses jardiniers. On voit dans ces moments-là un Louis XIV tout à fait simple et même familier. Le travail de La Quintinie reçoit bientôt sa juste récompense. Le 25 août 1687, 12 ans après ses débuts à Versailles, il est anobli par le roi qui crée pour lui la charge de directeur général des jardins fruitiers et potagers de toutes les maisons royales. L'année suivante, La Quintinie, qui avait déjà eu la douleur de perdre un fils, en perd un second. Il meurt de chagrin le 11 novembre 1688, quelques jours après ce fils. 2 ans plus tard sera publiée son instruction pour les jardins fruitiers et potagers, qui restera longtemps un ouvrage de référence. Un siècle après sa mort, une statue le représentant est érigée au beau milieu de ce jardin qu'il créa pour le roi. Son potager et sa maison, entre le parc et la ville de Versailles, abritent aujourd'hui l'École nationale du paysage. 450 variétés fruitières y sont cultivées de nos jours, en particulier la Bon Chrétien d'hiver, la poire préférée de La Quintinie. Pouvait-on lui rendre plus bel hommage qu'en ressuscitant son fruit préféré dans ce jardin potager qui lui doit tout? Pour ses contemporains, l'art du potager était celui d'un seul homme, et cet homme c'était La Quintinie. Quand l'immense poète Boileau célébrait en vers son propre jardinier, il écrivait « Antoine, gouverneur de mon jardin d'Auteuil, qui dirige chez moi l'if et le chèvrefeuille, et sur mes espaliers, industrieux génie,
sait si bien exercer l'art de la quintinie. Dans cette grande aventure des jardins du roi, un confrère de la Quintinie allait acquérir une gloire universelle, André Le Nôtre, jardinier des rois et roi des jardiniers. Je vous donne rendez-vous sur votre plateforme préférée pour écouter la seconde partie de ce récit consacré aux passions de Louis XIV. Bonjour, je suis Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté l'histoire de Jean-Baptiste de la Quintinie, ce jardinier de génie qui créa pour le roi Louis XIV le plus beau potager d'Europe au château de Versailles. Évoquons à présent le jardin pensé pour l'agrément des yeux. C'est à André Le Nôtre que l'on doit l'admirable écrin de verdure dont le château de Versailles est le joyau. Une œuvre immense et magistrale à laquelle il va consacrer 55 ans de sa vie, de 1545 à 1700. Nous sommes le 17 août 1761. Louis XIV, jeune souverain de 23 ans, arrive accompagné d'une suite nombreuse au château de Vaux-le-Vicomte, propriété de son surintendant des finances, Nicolas Fouquet. Le pouvoir et la fortune de cet homme sont considérables. Il a fait réaliser d'importants travaux d'embellissement dans son domaine par les artistes et artisans les plus doués du moment. En découvrant les lieux, Louis XIV est ébloui, bien sûr, comment ne pas l'être, mais il est surtout stupéfait et humilié par la beauté et le luxe inouï d'un château où son surintendant vit tel un monarque. Louis XIV fera arrêter Fouquet par d'Artagnan, son capitaine des mousquetaires, et 2 ans plus tard, il sera condamné à la prison à vie. Mais pour le roi Soleil, cet incident a été l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Il prendra à son service tous ceux que son surintendant avait employés à Vaux-le-Vicomte. Levaux pour l'architecture, Lebrun pour les sculptures, la Quintinie pour le potager, et donc Le Nôtre pour les jardins. Le roi ne va d'ailleurs pas se priver de faire d'autres emprunts en nature à son ancien surintendant. Dès 1665, il fait planter dans son parc de Versailles 1250 jeunes arbres provenant justement des pépinières de Fouquet à Vaux. Il aime tant les arbres. N'a-t-il pas planté lui-même au château du Val, près de Saint-Germain, un olivier qu'il avait reçu d'Espagne? Le roi aime tout autant les fleurs. Il en faisait mettre partout. Des fleurs au parfum très fort, fleurs capiteuses et voluptueuses, presque charnelles, comme le jasmin et la tubéreuse. Il en faisait mettre dans les chambres de ses maîtresses, devant leurs fenêtres ou leurs portes. Les balcons de Saint-Germain n'étaient qu'un continuel jardin suspendu. Il lui fallait aussi des fleurs et des arbustes exotiques, des lauriers roses, des citronniers, des orangers. L'oranger surtout passait alors pour un grand luxe. Saint-Germain, comme Versailles, s'en trouvèrent remplis. C'était une des passions du roi. Une passion à laquelle André Le Nôtre allait bientôt consacrer son zèle et son génie. Pour comprendre qui est André Le Nôtre, il faut remonter un peu en arrière. Chez les Le Nôtre, le jardinage est une affaire de famille. Dès le XVIe siècle, on trouve déjà à Paris la trace d'un certain Pierre Le Nôtre, chargé de l'entretien de 6 parterres aux Tuileries. Pierre Le Nôtre transmet son office à son fils Jean, qui devient en 1629 jardinier en chef des Tuileries. De son mariage avec Jeanne-Marie Jacquelin, elle-même fille de maître jardinier, il aura 4 enfants, 3 filles et un seul fils, André. André naît le 12 mars 1613. Il est baptisé à l'église Saint-Roch à Paris. L'église Saint-Roch est l'église la plus proche des Tuileries. La marraine d'André est la femme d'un ancien jardinier des Tuileries, son parrain, contrôleur général des jardins du roi, ses beaux-frères, tous jardiniers. Bref, chez les Le Nôtre, on vit par et pour les jardins. On y dort aussi, puisque la famille Le Nôtre
occupe un logement dans les dépendances du château et André Le Nôtre lui-même occupera, jusqu'à sa mort, une petite maison, modeste mais confortable, qui se trouve sur le domaine du Palais des Tuileries. Enfant, par la force des choses, André apprend beaucoup en regardant faire ses parents. Mais ce n'est pourtant pas pour le jardin, mais pour la peinture qu'il manifeste dans un premier temps un goût prononcé. Il semble très doué pour le dessin. Il entre donc dès l'âge de 7 ans dans l'atelier du maître le plus fameux de l'époque, Simon Vouet. Il va y rester 6 ans et s'y liera d'amitié avec Charles Lebrun, futur premier peintre du roi. Il va aussi s'initier à la sculpture et aux principes de l'architecture et de la perspective avec l'architecte Mignard, ce qui lui sera très précieux dans son futur emploi. En janvier 1637, alors que son fils n'a pas 24 ans, Jean Le Nôtre obtient l'acte officiel de transmission de sa charge. À dater de ce jour, André n'a plus qu'à suivre la voie tracée pour lui par son père. Désormais, il mettra en pratique dans les jardins qui lui seront confiés les leçons qu'il a reçues de son père, agrémentées des inspirations de son propre génie. Dès que la charge lui en est transmise, André commence à travailler aux embellissements du jardin des Tuileries. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais cet endroit n'avait rien à voir avec ce qu'il est de nos jours. Les prédécesseurs de Le Nôtre y ont créé 2 beaux parterres et une orangerie, dont le beau-frère de Le Nôtre d'ailleurs est responsable, mais globalement, c'est un assemblage confus d'arbres et de plantes sauvages. Il reste beaucoup à faire. C'est aux Tuileries qu'André va commencer à appliquer les principes qu'il ne cessera jamais de mettre en pratique durant toute sa carrière dans les innombrables jardins qui lui seront confiés. C'est Le Nôtre qui a placé les parterres de fleurs sous les fenêtres du palais, reléguant les grands arbres à l'extrémité du jardin. C'est lui qui a ménagé cette large avenue centrale se prolongeant par-delà le pont tournant et les remparts, jusqu'à ce point culminant où a été placé l'Arc de Triomphe. La perspective traversait alors des terrains vagues et des champs déserts, mais il semble que le génie de Le Nôtre lui ait fait pressentir cette entrée triomphale de Paris. En d'autres termes, on l'aura compris, c'est Le Nôtre qui a créé la voie qui un jour allait devenir l'avenue des Champs-Élysées. Quelle idée Le Nôtre se fait-il du jardin idéal ? On pourrait la résumer ainsi. Aux constructions régulières et imposantes du règne de Louis XIV, il convenait de donner un cadre en rapport avec leur caractère. De là, ces dessins géométriques encadrés de buis, de broderies ou de parterres de fleurs, et ces grands bassins agrémentés de statues de bronze comme ceux qui se voient encore sur la terrasse centrale de Versailles. Les arbres, les massifs, les bosquets sont relégués à une certaine distance, et de larges avenues ménageront devant la façade principale des habitations royales des perspectives se prolongeant jusqu'à l'horizon. Des contemporains de Le Nôtre lui ont d'ailleurs reproché de faire le vide autour des maisons. Il ne pouvait souffrir les vues bornées et ne trouvait pas que les beaux jardins dussent entièrement ressembler à des forêts. Mais la confiance que lui accorde le roi finira par emporter toutes les réticences. Et c'est ainsi qu'au grand siècle, de Versailles jusqu'au fin fond de la France, on fera du Le Nôtre dans les jardins, comme on fera 2 siècles plus tard du Haussmann dans les immeubles. En 1640, André se marie. Il épouse, toujours à Saint-Roch, église de son baptême, une certaine Françoise Langlois dont il aura 3 enfants. Aucun, hélas, ne survivra à ses parents. L'année suivante, en 1641, et alors qu'il a déjà fait ses armes avec plusieurs châteaux d'Île-de-France, Saint-Cloud, Gagny, Fontainebleau, Chantilly, Le Nôtre est sollicité par Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte. Grâce à ce seigneur munificent, il peut donner libre cours à sa créativité. Sur ses plans seront tracées les fontaines et les fameuses cascades qui devaient susciter, lors des fêtes données au roi par Fouquet, l'admiration de toute la cour. Louis XIV a bien senti toute l'originalité de ses conceptions. Depuis 1643, il a fait de Le Nôtre son dessinateur de plans et parterres de tous les jardins de Sa Majesté. Mais c'est après la disgrâce de Fouquet en 1661 qu'il lui confie Versailles. Son Versailles, devrait-on dire. Il va lui donner les moyens financiers de réaliser avec ampleur et magnificence toutes les innovations qu'il envisage.
Le nouveau terrain de jeu de Le Nôtre fait 8600 hectares. À l'instar de Vaux-le-Vicomte, il saisit ici l'occasion unique de déployer toutes les ressources de son génie créateur. Il y applique les mêmes grands principes. Dégager le bâtiment d'habitation entouré d'espaces libres, ménager les perspectives à travers le tapis vert et le canal jusqu'aux horizons lointains de Villepreux, créer des terrasses là où cela sera possible, créer des massifs, des murs de verdure, des bosquets, des bassins agrémentés de statues, des pièces d'eau dans lesquelles le ciel se reflète, multipliant les effets d'optique. Il y a un grand marais en face du château ? Qu'à cela ne tienne. Il en fait un grand canal. Je disais que l'on trouvait la marque de Le Nôtre un peu partout en France, mais on va la trouver aussi en Angleterre. En 1662, il y est appelé à la demande du roi Charles II. Il crée pour lui les jardins de Greenwich. En 1679, Le Nôtre ira même en Italie, où il sera reçu par le pape. Ce voyage a donné lieu à toutes sortes d'anecdotes. Dans son enthousiasme, Le Nôtre aurait embrassé le pape. Louis XIV s'en étonna pas et fit remarquer que Le Nôtre avait bien pu embrasser le pape, puisqu'il l'embrassait lui. Il est vrai que Le Nôtre est d'une grande bonhomie, capable de se montrer parfois un peu trop familier avec le roi. Mais Louis XIV, qui lui est attaché, ne s'en formalise pas et le surnomme le bonhomme Le Nôtre. On a pu reprocher à Le Nôtre une certaine obséquiosité envers le souverain. Mais cette bonhomie et cette simplicité ne sont pas feintes. Cette humilité de Le Nôtre, on la retrouve dans les armoiries qu'il choisit à la suite de son anoblissement. Elles représentent 3 limaçons surmontés d'une tête de chou. Pour les besoins de son office, Le Nôtre habitera bien un temps à Versailles, mais le jardin auquel il restera toute sa vie le plus attaché, c'est bien sûr celui des Tuileries. Jusqu'à son dernier souffle, il en conservera la direction, peut-être justement parce que son grand-père et son père y avaient travaillé avant lui. Sa passion pour la beauté va s'exprimer dans un autre registre que les jardins, puisqu'il sera l'un des collectionneurs les plus raffinés de son temps, ayant su réunir dans sa petite maison des Tuileries, objets précieux en tout genre, bronzes et marbres antiques, tableaux de maîtres célèbres, gravures et livres de prix, médailles, pierres précieuses et porcelaines d'Extrême-Orient. À 80 ans, après avoir largement pourvu au bien-être de sa femme, ayant vu tous ses enfants le précéder dans la tombe, Le Nôtre juge qu'il ne peut mieux assurer la conservation des trésors dont il est si fier qu'en les offrant au roi. Alors qu'il touche à sa 87e année, Le Nôtre sent ses forces décliner. Il s'éteint le 15 septembre 1700 dans sa petite maison des Tuileries. Ce visionnaire, travailleur inlassable, homme appliqué, fidèle, passionnément dévoué à la beauté, est inhumé dans la chapelle Saint-André, à Saint-Roch, l'église où il avait été baptisé, où il s'était marié, l'église si proche des Tuileries, son jardin préféré. Ainsi disparaissait Le Nôtre, conseiller du roi, contrôleur général des bâtiments de Sa Majesté, jardins, arts et manufactures de France, le plus célèbre des maîtres de son art, jardinier des rois et roi des jardiniers. C'est la fin de ce double épisode consacré aux jardiniers de Louis XIV. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création Europe 1 Studio. Je suis l'auteur de l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est de Julien Tarot. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt.